Un siècle de lutte sociale est en train d'être rasé. Comment réapprendre à combattre en méditant sur les leçons des mouvements sociaux du passé? Comment se défendre contre le rouleau compresseur médiatique? C'est tout l'enjeu d'Antisocial, le nouveau livre du politologue Thomas Guénolé, publié chez Plomb, qui se propose de déconstruire les fake news de la politique néolibérale. Bonjour Thomas. Bonjour Aude. Alors, on a un formidable exemple en grandeur nature en ce moment sur les plateaux de télé de ce que vous décrivez dans Antisocial. Lorsqu'on voit comme ça les divisions blindées lancées sur tous les plateaux en faveur de la réforme de la SNCF ou contre les cheminots, c'est selon votre appréciation, on pense forcément à des événements, à des périodes telles que la campagne de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Alors je vous pose la question aujourd'hui, comment lutter contre ce genre d'offensive ? Alors, il faut d'abord comprendre comment on en est arrivé là. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution du paysage médiatique. Les médias dominants, les grands médias mainstream, côté privé, et côté public. Alors côté public, par resserrement de vis successifs, on en est arrivé à une situation où la ligne éditoriale des grands médias audiovisuels publics, hormis quelques poches de résistance, et c'est tout à leur honneur, sont dans une situation où ils ont une ligne politique, une ligne éditoriale, une ligne politique de soutien au gouvernement. Et donc, vous avez une accumulation de journaux télévisés, par exemple, France 2, pour ne pas les nommer, pour lesquels, par exemple, Anne-Sophie Lapix va recevoir en interview le Premier ministre Édouard Philippe, vous citiez l'exemple de la réforme du rail, et les questions vont être sur le statut des cheminots, les réformes nécessaires, et on évite les questions qui fâchent, par exemple, le risque de destruction du service public ferroviaire, ou le fait qu'il y ait eu des choix d'investissement qui aient démoli l'état général du réseau et qui n'ont rien à voir avec les cheminots, qui au contraire font de leur mieux sur le terrain pour compenser ça. Et donc, on est du côté des grands médias audiovisuels publics dans un choix pro-gouvernemental, systématique et très marqué, et qui se durcit. Et du côté des grands médias privés, on est arrivé à ce qu'on appelle en économie un oligopole, c'est-à-dire qu'une oligarchie, au sens d'Aristote, une toute petite minorité, détient les grands médias audiovisuels et de presse écrite. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ils ont les mêmes intérêts, les mêmes partis pris idéologiques et les mêmes intérêts à baisser les impôts des plus riches, puisque c'est eux, à baisser la fiscalité sur le capital, puisque c'est encore eux, également de baisser les protections, les droits sociaux, parce que ça fait de la main-d'œuvre moins chère et plus facile à virer, et également des réformes plus, comment dire, je ne sais pas si vous avez sans doute déjà joué au Monopoly, et donc il faut imaginer une partie de Monopoly dans laquelle vous avez des choses qui sont intéressantes, par exemple le service public de la téléphonie, par exemple le service public du rail, par exemple le service public postal, et tout ça, ce serait intéressant à privatiser. Sauf que quand c'est privatisé, qu'est-ce qui se passe derrière? Vous avez, comme c'est très très cher à acheter, ou c'était très très cher de faire entrer des concurrents, de s'installer comme grands concurrents sur ces marchés, ça devient systématiquement des grands oligopoles. Et donc, il faut bien comprendre que souvent, les grands acteurs financiers qui prennent le contrôle des services publics privatisés et les propriétaires des grands médias qui disent qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est de privatiser, ils disent ouvrir à la concurrence, mais c'est une privatisation, ce sont en fait les mêmes forces économiques. Et donc nous nous retrouvons avec un modèle, un système de propagande qui déploie d'une part des mensonges en boucle sur les cibles de ces réformes de destruction de nos solidarités sociales et de nos services publics. Et donc ça donne par exemple les chômeurs n'ont pas de boulot parce qu'ils ne cherchent pas assez, parce que c'est des feignasses qui aiment vivre au crochet de la société, ou les cheminots sont des privilégiés, il faudra m'expliquer en quoi les fonctionnaires sont des branleurs, etc. etc. Et donc ces mensonges-là sont répétés en boucle, et ça sert à justifier ensuite, à faire accepter à la population, en les montant les uns contre les autres, « Ah, toi, tu as droit à 2 jours de congé de plus que moi, c'est un scandale », et pendant ce temps-là, on a open bar sur l'ISF à rendre des milliards à des gens qui sont déjà ultra riches. Et donc, on a affaire à un modèle de propagande, on peut citer les travaux de Chomsky, de Herman là-dessus, dans un livre comme La fabrication du consentement, ou chez nous, les travaux de Bourdieu sur la fabrication de l'opinion publique, avec l'instrumentalisation des sondages, etc. Et donc, vous citiez tout à l'heure ce qui se passe avec la SNCF, c'est un feu roulant hallucinant.
On fait une diversion en parlant en boucle du statut des cheminots. On emploie des expressions de propagande absolument abominables, comme de dire que les grèves seraient des prises d'otages. Et donc, terroristes djihadistes du Bataclan ou grévistes du rail, c'est pareil. Et ce système de matraquage, donc, permet de faire rentrer de force dans la gorge des gens, ou plutôt dans leur cerveau, qu'il n'y a pas d'alternative et que cette propagande idéologique permanente, c'est l'expression d'un discours raisonnable. La preuve que c'est raisonnable, voyez, nous sommes tous d'accord. Vous voyez ? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Après, pour répondre précisément donc, à votre question, que faire contre ? On va y venir. Voilà. Mais pour en rester un moment, justement, puisque vous parliez de cette prise d'otage de l'usager, pour en revenir à ces expressions qui sont matraquées, vous citiez celle-là, on pourrait parler de la libération des énergies. La responsabilisation du patient aussi. Ça veut dire que la facture de vos soins va augmenter pour vous. On pourrait parler aussi de réformer sans faiblesse, une expression qu'on entend énormément en ce moment sur la radio publique tous les matins dès le réveil. Alors ça paraît tout con. C'est le contraire de la mithridatisation. La mithridatisation, c'est à l'époque de l'Antiquité, le grand roi Mithridate prenait une petite dose de poison pour pouvoir être à l'abri des poisons. Là, c'est le contraire. C'est tous les matins, quand vous écoutez votre radio, quand vous ouvrez votre journal ou quand vous regardez la télé, on vous inocule du poison supplémentaire, mais là, c'est pour vous empoisonner. Donc, et ça marche du feu de Dieu. Oui, ça fonctionne en termes de... Soit ça fonctionne en se disant... En fait, à force d'entendre la propagande, ça marche, c'est connu. Et donc, il y a toute une partie de la population qui devient acquise à ces thèses-là. Et pendant ce temps-là, et c'est cela qu'il s'agit de remobiliser, il y a des millions de gens qui ne sont pas d'accord, mais qui se résignent en se disant, manifestement, effectivement, c'est perdu d'avance, il n'y a pas d'alternative, etc., etc. Et donc, avec des expressions de propagande, parce qu'il faut employer les mots qui conviennent, les mots sont importants, c'est bien de la propagande. Quand on dit, par exemple... le chômage, problème très grave, d'accord, mais ce qu'il faut, c'est que les chômeurs soient davantage contrôlés dans leur recherche de travail. Et il faut qu'ils fassent l'effort de se former. Ça veut dire que si tu es chômeur, c'est de ta faute. Bien. Admettons le postulat. Admettons-le juste 2 secondes. Il y a combien de postes vacants ? C'est des choses que j'explique dans le livre. Il y a combien de postes vacants en ce moment, tous les ans, selon Pôle emploi ? Il y en a 120 000. Il y a combien de chômeurs en France ? Il y en a 5 600 000, plus maintenant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si tous les postes vacants étaient pourvus, il y aurait quand même 98% des chômeurs qui resteraient au chômage. Donc, toute la politique actuelle de flicage des chômeurs, de harcèlement moral, encore une fois, appelons les choses par leur nom, envers les chômeurs, et de va faire des formations, va accepter ceci, va accepter cela, puisque dans 98% des cas, en fait, ça ne donnera pas de boulot, c'est une gigantesque chasse au Dahu. En réalité, c'est faire porter sur les chômeurs la culpabilité de l'échec de nos élites à donner un boulot à tout le monde. C'est une guerre d'image, en fait. C'est plus qu'une guerre d'image, c'est la constitution, j'en parle, ça c'est plus dans le prologue, c'est la formation d'une nouvelle Église. C'est la formation d'une nouvelle Église. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il n'y a pas d'alternative et que ce sont ces réformes-là qui sont nécessaires, vous êtes un hérétique. Vous avez une transgression par rapport à un credo. Ce credo, c'est quoi ? C'est les chômeurs ne trouvent pas de boulot parce qu'ils ne cherchent pas assez, c'est de leur faute. Les grèves, c'est pour défendre les privilèges des syndicats et les fonctionnaires sont des branleurs. C'est de dire, par exemple, que l'éducation nationale forme beaucoup moins bien les jeunes que leurs grands-parents, qui étaient bien sûr tous des super premiers de la classe. Mon œil, et source les grands-parents eux-mêmes, d'ailleurs, se dit en passant, c'est eux qui disent qu'ils étaient supérieurs. Je les invite à passer le bac d'aujourd'hui et on en reparle. Vous avez ça, vous avez sur la Sécu l'idée que ça coûte trop cher et que vraiment on est dans un open bar alors que ça n'est pas vrai non plus, etc. etc. Et donc, c'est l'Église médiatique, à l'heure actuelle, sert à installer une nouvelle vérité officielle. Et ça sert à faire accepter l'ordre établi et l'aggravation de l'ordre établi. Parce que le projet politique en question, le projet politique que j'appelle antisocial, c'est un programme véritablement de démolition systématique de nos solidarités sociales, de nos protections, de nos droits et de nos services publics pour les livrer, les gens et les services publics, à la prédation de grandes firmes et de grands actionnaires. Alors, vous en parliez à l'instant, arrêtons-nous un moment sur la question de la santé, justement. Oui. Parce que le paradoxe de ce matraquage, c'est qu'on nous présente comme archaïques et contre-productifs des systèmes qui sont en réalité souvent
très performants en réalité. Ainsi, vous citez dans votre livre l'étude réalisée par l'Organisation mondiale de la santé en 2000, qui nous plaçait au premier rang mondial, la France première. Et la France, aujourd'hui, a chuté, 18 ans plus tard, à la 15e place. Oui, là, on est dans un cas d'école qui prouve qu'il y a propagande. C'est que, quel est le récit qu'on nous donne? Le système de santé français est trop dépensier. Alors, c'est faux, on est à des dépenses de santé de 11% du PIB, on est dans la moyenne des pays riches, et aux États-Unis, c'est beaucoup plus. Et en Allemagne, c'est pareil que chez nous. Donc, mensonge. Et sur cette base-là, on met en place des politiques qu'on présente comme étant des réformes de bonne gestion. C'est toujours le même discours. Hein. Il y a les idéologues, c'est-à-dire les gens qui pensent différemment, les hérétiques, et puis en face, vous avez des gens qui sont dans un discours raisonnable, dans une gestion saine, dans une gestion moderne, flexible, efficace, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'hôpital concrètement, ces fameux bons gestionnaires? Avant les grandes réformes des années 2000 de l'hôpital public, les hôpitaux recevaient un budget tous les ans, et puis ensuite, ils se débrouillaient pour le dépenser, pour procurer un service public de soins. Depuis les réformes, donc c'est notamment la loi HPST, j'en parle dans le livre, vous avez les hôpitaux doivent facturer chacun de leurs actes à l'argent public, et puis ensuite ils sont payés à l'acte. Ça s'appelle la T2A, la tarification à l'activité. Qu'est-ce que ça a donné comme conséquence très concrète pour les gens et pour le personnel hospitalier? Ça a donné que, à l'intérieur des hôpitaux, on fait une course à l'acte le plus rentable plutôt que de faire une priorité à soigner bien tout le monde. On privilégie les patients rentables par rapport aux patients qui ne sont pas rentables. On augmente les cadences pour pouvoir faire du chiffre. Et donc, vous avez la qualité des soins qui se dégrade, vous avez le temps passé avec les patients qui se dégrade, et vous avez un tiers du personnel hospitalier qui est en burn-out. Et pendant ce temps-là, ça ne marche pas en termes de réduction des dépenses, puisque de toute façon, comme on a une population dont les besoins augmentent simplement avec les progrès de la médecine, il n'y a aucune raison en réalité qu'on ait une contraction des dépenses, c'est absurde. Et donc vous vous retrouvez dans une situation où l'austérité pratiquée sur les hôpitaux, qui est censée être une méthode de bonne gestion, nous a fait, vous le mentionnez, chuter de la première place mondiale en tant que système de santé à la 15e place en l'espace de moins de 20 ans. Et donc on a envie de dire, bravo les gars, surtout changez rien, c'est vrai que vous êtes des super bons gestionnaires. Donc ce sont des foutaises. Alors quand on lit votre livre et qu'on voit comme ça passer en revue tous ces bobards imposés dans les médias, on se dit que finalement les rois des fake news, c'est eux. Oui, alors ça participe d'un renversement qu'on pourrait qualifier d'orwellien finalement. C'est-à-dire, je raconte du bullshit à longueur d'antenne, mais je suis, moi, habilité à décider non seulement qu'est-ce qui est fake news et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc ça veut dire que mes fake news ne font pas partie des fake news, déjà. Les miennes ont un totem d'immunité, en quelque sorte, et celles des autres, je vais les sanctionner, ce qui sous-entend que je suis légitime à déterminer le vrai du faux. Voire les invisibiliser. Oui, bien sûr, il y a ça, oui, la censure, vous en avez parlé absolument sur Facebook, Twitter, etc. Et d'ailleurs, il y a une dérive extraordinairement inquiétante, vous en avez vous-même plusieurs fois parlé ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, j'ai appris ça ce matin, 80% des demandes faites par le gouvernement français, j'ai bien dit par le gouvernement français, pour obtenir de Facebook qu'il supprime des contenus, obtiennent des réponses positives. Ça porte un nom, ça s'appelle la censure. Je n'ai pas de problème, moi, avec le fait qu'on veuille lutter contre les mensonges dans l'espace public, dans le débat public. Moi, c'est quelque chose que je peux tout à fait admettre, la lutte contre la désinformation. Mais j'estime qu'il est extraordinairement dangereux que des oligopoles médiatiques s'arrogent le droit de déterminer, eux, le vrai du faux, et a fortiori qu'un gouvernement mette en place un ministère de la vérité. Enfin, c'est n'importe quoi. Le ministère de la vérité, c'est dans 1984 de George Orwell. Et donc là, on a effectivement un véritable problème, et ça va même plus loin. On peut mentionner le cas caricatural du Décodex du Monde. C'était extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont fait une liste des médias qui étaient crédibles ou pas. Et donc, il y avait tous les médias mainstream étaient dedans, et tous les médias pas mainstream étaient considérés comme pas fiables, carrément pas fiables, ou propagandistes épouvantables. Et donc là, il y a quand même quelque chose de stupéfiant, c'est que, on est bien dans une église médiatique, puisqu'on vient de restaurer le système de la mise à l'index et de l'excommunication.
C'est quand même extraordinaire. Et en plus de ça, on vient, avec ce système-là, de mettre en place quelque chose de, à mon avis, absolument hallucinant, qui est... je m'abstrais moi-même de l'examen critique. Les médias mainstream adorent ça. Ils ne supportent pas l'expression d'un discours critique à leur égard. Vous êtes très bien placé pour le savoir. En revanche, ils s'autorisent, ils s'arrogent le droit de dire toi c'est vrai, toi c'est faux, quand bien même eux-mêmes accumulent la désinformation à l'antenne. Je prends un exemple, le statut des cheminots. Voilà, présenté comme privilège, statut pas normal, etc. Bon, sauf que moi, bêtement, je suis allé me renseigner. Ils sont à peine au-dessus du salaire moyen de tous les Français. Donc déjà, premier mensonge, ils ne gagnent pas significativement plus, ils gagnent autant que les Français dans leur ensemble. Et deux, sur leur question de leur âge, de leur départ à la retraite, tout le monde est là, tu te rends compte, 50, 52 ans, je suis désolé, leur âge réel de départ à la retraite, pas l'âge auquel ils ont le droit, l'âge réel auquel ils partent, c'est le même que celui des Français en général, c'est grosso modo 58 ans. Donc on est vraiment dans la répétition en boucle de mensonges, et le rôle central là-dedans, ce sont les éditorialistes, ou peut-être devrais-je dire les télévangélistes. Alors, pour qualifier dans le livre l'espèce de grand bond en arrière que nous vivons, sur toutes les questions, un grand mouvement en marche arrière, absolument. Sur toutes les questions sociales, vous préférez renoncer à l'expression néolibéralisme et utiliser celle de régime oligarchique. Dans la mesure où ce terme néolibéralisme fait consensus chez les économistes contemporains, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire à travers ça? Je conteste à l'adversaire le fait de se revendiquer libéral. Pour deux raisons. Une raison tactique d'abord, c'est que libéral, qu'on le veuille ou non, les gens entendent liberté. Et donc, ils s'enveloppent de la défense de la liberté d'entreprendre, de la liberté de prendre des initiatives, des libertés individuelles. Ils prétendent défendre les libertés individuelles tout en mettant en place des systèmes de surveillance généralisés, aussi bien Facebook, Twitter que des programmes gouvernementaux. Et après, ils vont nous donner des leçons sur la question du respect des libertés individuelles. Mais bon, à part ça, tout va bien. Et en plus de ça, il y a une raison fondamentale, c'est que quand on s'intéresse à la pensée des pères fondateurs du libéralisme, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils sont dans une usurpation du libéralisme. Je prends deux exemples. Premier exemple, Adam Smith. Adam Smith dans La richesse des nations, que l'adversaire cite sans arrêt, mais que manifestement il n'a pas lu, mais ça c'est malheureusement courant, ils ont souvent fait Sciences Po, et donc on ne lit pas les livres qu'on cite. J'ai fait Sciences Po, donc je suis bien placé pour le savoir, j'ai le droit de le dire. Vous savez comment ça fonctionne. Voilà, bah oui, je sais comment ça fonctionne. On cite des bouquins qu'on n'a pas lus à Sciences Po. Il y a un moment, il faut le dire aux gens pour que les gens le sachent. Et donc, au niveau d'Adam Smith dans La richesse des nations, il y a un passage dans lequel il dit... C'est scandaleux que les employeurs, je traduis en français courant, s'entendent sans arrêt pour maintenir les salaires bas et qu'en même temps, quand il y a des grands mouvements ouvriers pour réclamer un meilleur salaire, eux vont se coaliser pour aller obtenir du gouvernement que ce soit dispersé par la force. Ce n'est pas un syndicaliste d'Air France qui dit ça après un arrachage de chemise. C'est Adam Smith dans La richesse des nations. Donc, prétendre qu'Adam Smith aurait postulé la mise en place de la loi de la jungle en version économique parce que finalement tout ira bien, c'est un mensonge. Et la meilleure preuve de ça, c'est la relecture de ses travaux par Amartya Sen, qui est quand même prix Nobel d'économie, excusez du peu, même s'il y a des mauvais prix Nobel d'économie. Mais quand même. On pourrait discuter. Ça, je suis d'accord, oui, bien sûr. Mais Amartya Sen, pour le coup, il a fait un truc de dingue pour montrer qu'Adam Smith n'est pas le partisan de la privatisation de tout, d'un truc sauvage, et qu'au contraire, il défend un rôle social de l'État, notamment sur la lutte contre la pauvreté, sur les infrastructures, sur l'éducation. Il a fait un truc dingue, Amartya Sen, pour commenter Adam Smith, il l'a lu. Après, il y a un deuxième exemple qui est Léon Walras. Léon Walras, la plupart des gens n'en ont pas entendu parler, c'est le papa de la théorie de la concurrence pure et parfaite. C'est un économiste du 19e siècle, et lui, il vous dit il faut mettre en place une concurrence entre acteurs privés, parce que ça fera la meilleure qualité au prix les plus bas et le consommateur est gagnant. C'est l'argument utilisé en boucle dès qu'on vous dit qu'on va privatiser des services publics en France, notamment sous l'égide de la Commission européenne et de traités européens qui rendent ça obligatoire. Bien. Sauf que Léon Walras, le même, il dit dans un bouquin qui s'appelle « L'État et le chemin de fer », il vous dit « Attention quand même, il y a un cas où ça ne marche pas, c'est tous les domaines dans lesquels un seul réseau d'exploitation, c'est plus rationnel que deux. Et donc, il vous dit, dans la situation d'aujourd'hui, il vous dit, donc, dans ces cas-là, il faut un monopole d'État. Il écrit ça noir sur blanc. Il faut un monopole d'État. Et donc, ça marche avec quoi? Ça marche avec le rail, les routes, l'électricité, les mines, l'eau, etc.
Qu'est-ce qu'on privatise en priorité dans cette grande partie de Monopoly? Vous savez, au Monopoly, pour gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choper le plus vite possible les gares, la compagnie d'électricité, la compagnie d'eau. Hein. Vous m'expliquerez un jour les règles du Monopoly, les véritables stratégies. Ah bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il faut vraiment choper les situations de rente. C'est ça la règle du Monopoly. Et nous sommes en train de subir une partie de Monopoly grandeur nature en France. Oui, j'y joue beaucoup. Le problème, c'est que nous avons des oligarques qui sont en train de faire une partie de Monopoly avec nos services publics. C'est ça qui est en train de se produire. Et donc, ils sont en train d'invoquer une théorie dont le père dit que ce à quoi elle est appliquée pour les privatiser, c'est un cas où il ne faut pas le faire et où il faut un monopole d'État. Donc on est dans l'usurpation, on est dans l'escroquerie, et donc ce ne sont pas des libéraux, et comme par ailleurs, ils veulent revenir à des situations de protection sociale, de droits sociaux, de recul de services publics ou de conditions dans le Code du travail qui reviennent systématiquement à la première moitié du XXe siècle, voire au XIXe, ce n'est pas libéral, mais ce n'est pas néo non plus. Donc, moi, je récuse ce terme-là. Et donc, puisque c'est simplement un projet politique de gouvernement de la cité au bénéfice d'une toute petite minorité de la population et au détriment de la grande majorité, c'est ce qu'Aristote appelle l'oligarchie. Et donc, ce n'est pas le néolibéralisme, c'est l'oligarchisme. Alors, pourquoi est-ce que les gens, à votre avis, Thomas Guidolet, sont si assommés ? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les étudiants, par exemple, pourquoi est-ce que la jeunesse ne se révolte pas contre la sélection en train d'être instituée à l'université, alors qu'il y a eu parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a eu de très grandes révoltes étudiantes sur des sujets de ce type. Non, mais pourquoi est-ce que la destruction de l'hôpital, pourquoi est-ce que la destruction du chemin de fer... Aude, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative, et puisqu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternative. Fin de la discussion. Et puis par ailleurs, il faut aussi se rappeler que, certes, la bataille des idées, ça n'est pas tout, mais l'état du débat politique et surtout et même intellectuel et idéologique et médiatique forge les limites du possible et de l'impossible dans l'imaginaire collectif de la population. C'est en cela que c'est absolument fondamental. Et donc, pour les jeunes générations d'aujourd'hui, le champ des possibles dans leur représentation mentale est beaucoup plus restreint finalement que ce qu'on pouvait imaginer dans les années 80 ou dans les années 70. La rupture avec le système est déjà en cours chez les jeunes générations par les urnes. Ça, c'est un constat. Avec deux ruptures. Une rupture xénophobe et raciste, malheureusement, qui est celle du Front National, et une rupture d'alternative au système qu'on pourrait qualifier, pour résumer, même si c'est plus complexe, d'altermondialiste, qui était le vote pour Mélenchon. On observe ces choses-là, à des degrés divers, dans énormément de pays, en réalité. C'est le phénomène Corbyn au Royaume-Uni, c'est Podemos en Espagne, c'est un certain nombre de mouvements altermondialistes en Amérique du Sud, c'est Sanders aux États-Unis, etc., etc. Et aussi le versant du rejet d'extrême droite qui se manifeste dans quasiment toute l'Europe orientale et qui s'est manifesté aussi aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc la rupture avec le système par les urnes, elle est déjà présente chez les jeunes générations et pas que d'ailleurs chez les jeunes générations. Puisque par exemple, en France, quand vous examinez le vote pour Emmanuel Macron, il est massivement d'une classe, qui est les classes moyennes supérieures, qui ont massivement voté pour Emmanuel Macron. Avec ceci dit, la version vieille de cet électorat a voté Fillon, pour le coup, massivement. Mais les seniors ont beaucoup voté Macron aussi. Oui, je dis juste que la porte d'entrée pour comprendre sociologiquement le vote pour Emmanuel Macron, c'est un séparatisme social des classes moyennes supérieures de la population qui ont décidé de faire sécession par rapport aux autres, c'est-à-dire démerdez-vous, fondamentalement démerdez-vous. On a décidé que dorénavant, vous qui êtes en position sociale plus basse que la nôtre, il va être plus facile de vous virer et vos aides sociales, on va les baisser et on refuse de payer autant pour la solidarité avec les autres. Nous faisons sécession. Le communautarisme le plus destructeur à l'heure actuelle, ce n'est pas le communautarisme de je ne sais quelle religion, c'est le séparatisme social des classes moyennes supérieures qui ont décidé... les élites, au sens sociologique et au sens des revenus, ont décidé de s'organiser contre le reste de la population. C'est ça qui est en train de se produire. Et donc, là où c'est intéressant dans le cas du vote pour Mélenchon, c'est que c'est un vote où, quasiment, à part ce bloc, quasiment toutes les classes sociales sont représentées, plus ou moins fortement, mais c'est un électorat très transclasse, si vous voulez, en termes d'analyse sociologique. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a une diffusion de l'idée qu'il faut changer de système, au-delà des classes populaires, c'est-à-dire que c'est en train de prendre aussi dans les classes moyennes. Après, si votre question c'est pourquoi les jeunes
et les étudiants ne sont pas dans la rue, ou même d'ailleurs d'autres catégories pendant les ordonnances, il y a l'idée, je pense, que pendant des années, la notion même de grève et de manifestation... D'abord, les manifestations des dernières années n'ont servi à rien, parce que comme il n'y avait pas de grève, il n'y avait pas de blocage de l'économie, et donc le gouvernement est passé quand même. Et donc, pour les gens qui veulent des mobilisations sociales, je leur dis, pour qu'ils entendent, s'il n'y a pas en même temps une grève de blocage de l'économie, vous êtes en train de gaspiller de l'énergie pour rien. Il faut une grève de blocage de l'économie si vous voulez battre le système par la rue. C'est la leçon de mai 68. Alors ça, c'est un point sur lequel vous insistez énormément de votre livre, c'est sur le caractère décisif de la grève. Absolument, oui. Et c'est sans doute une des raisons véritables de l'échec du mouvement anti-travail de 2016. Oui, il n'y a pas eu de grève de blocage de l'économie, et c'était ça le point faible du dispositif, parce que les leçons de l'histoire du XXe siècle, pas celles... En même temps, les syndicats ne se sont pas sentis assez forts pour en déclencher une. Alors, ça, c'est un mystère pour moi. Non pas le fait que les syndicats ne se soient peut-être pas sentis forts, mais le fait qu'ils aient fait quelque chose qui, à ma connaissance, est un facteur d'échec garanti d'un mouvement syndical, c'est-à-dire ils ont donné des dates ils ont donné des dates de mobilisation, catégorie par catégorie, tel jour c'est les routiers, tel jour c'est les ceci, tel jour c'est les cela, alors que normalement ce qui marche, c'est bon, ben voilà, à telle date on débraye tous. C'est ça qui marche. Et donc le fait d'avoir fait une mobilisation où ils ont eux-mêmes organisé le fait d'être dispersés, je ne comprends pas cette erreur. Je vous le dis en toute candeur, je ne comprends pas parce que c'est de l'auto-sabotage. Et donc quand vous regardez les leçons de l'histoire, tenez, un exemple, on va fêter bientôt les 50 ans de mai 68, il y a une relecture... Discrètement. Oui, bien sûr, discrètement, mais le peu qu'on en parle dans l'église médiatique actuelle. Quand on va aux sermons, les sermons de tel ou tel télévangéliste, ou essayiste de cours, qu'est-ce qu'on a comme récit de mai 68 ? On nous raconte, mai 68, c'était une révolution des mœurs par des étudiants petits bourgeois qui avaient envie de pouvoir baiser en toute liberté et de pouvoir fumer des joints et de pouvoir devenir des hippies. Et c'était une révolution du consumérisme et de l'individualisme par rapport au carcan de la société bourgeoise conservatrice d'avant. On nous raconte ça. Et donc, on passe complètement à l'as quelque chose de secondaire, sans doute. En mai 68, il y a eu une grève générale. En mai 68, il y a eu une grève générale qui a paralysé totalement l'économie pendant quelques semaines. Et ça a donné quoi ? Ça a donné la conquête de grandes libertés syndicales qu'on n'avait pas avant et une augmentation spectaculaire des salaires. Parce que c'est ça la leçon de mai 68. Le mai 68 de la grande grève a mis le gouvernement, et c'était De Gaulle, c'était pas n'importe qui, a mis le gouvernement à genoux. Mais c'est aussi la leçon de mai 68. Quand la grève a gagné l'épreuve de force et a obtenu des conquêtes sociales, derrière, il y a eu des élections anticipées. Et là, les mouvements d'alternative au système ont perdu parce qu'ils n'étaient pas dans une stratégie de longue haleine de construction d'un grand mouvement politique cohérent et ancré dans les luttes sociales sur le fait de changer de système. Et donc, il faut avoir trois fronts en même temps. Il y a le front de la bataille des idées dans l'espace public, et donc c'est une bataille médiatique. C'est très important, à la fois dans des médias dissidents, le média ici où je me trouve est un exemple, il y a aussi le monde diplomatique, il y a aussi Alternative économique, il y en a aussi quelques autres, c'est fondamental que ça existe ça. Il y a le fait d'aller, et il ne faut pas l'oublier ça, c'est un des accords que j'ai par exemple avec quelqu'un comme Serge Halimi du monde diplomatique, c'est qu'il faut continuer à aller, même si on se sent sale, il faut continuer à aller dans... Rassurez-nous, pas aux médias. Non, il faut continuer, bien sûr que non. Il est très important de continuer à aller dans les médias dominants pour faire entendre une parole dissonante, parce que sinon on a l'impression, à tort, qu'elle n'existe plus. Donc il y a un front médiatique à tenir. Il y a un front social, et ça, les manifestations c'est bien, mais l'indispensable ce sont les grèves de blocage. Et puis il y a un front politique qui est de faire la révolution par les urnes. C'est-à-dire une révolution pacifique, de changement du système, mais il faut faire attention à changer le système dans ses fondamentaux, parce que vous pouvez gagner toutes les élections que vous voulez. Si vous ne modifiez pas sérieusement la répartition des richesses, et si vous ne modifiez pas sérieusement la propriété des choses, le rapport même à la propriété dans la société, comme les fondamentaux du système d'injustice seront restés en place, le coup d'après, ils vont revenir et ils vont défoncer tout ce que vous en refait. C'est la grande leçon de 1981. Et donc, il faut à un moment se tenir prêt à résoudre cette question. Comment voulez-vous avoir un système véritablement démocratique et équitable envers la grande majorité de la population si nous ne sommes pas en démocratie dans la vie économique ? Alors, vous parliez de grands mouvements
ancré dans les luttes sociales qui avaient manqué en mai 68. Vous-même, Thomas Guénollet, vous avez rejoint un grand mouvement politique l'été dernier. Tout à fait, oui. En août 2017, et la France Insoumise. Oui, vous étiez dans la salle. J'ai assisté à ce coming out. Oui, politique. Politique. Et entre-temps, vous avez même pris des responsabilités au sein du mouvement, puisque vous êtes l'un des... Je les ai prises, ils me les ont données, mais oui. Vous êtes l'un des responsables de l'école de formation de la France Insoumise, qui se veut, en quelque sorte, si j'ai bien compris, une sorte d'école d'autodéfense, justement, contre la propagande ambiante. C'est exactement ça, oui. C'est très bien défini, c'est tout à fait ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous leur dites à ces étudiants militants? Il y a une double vocation de l'école, c'est que, d'une part, c'est une école de formation politique des militants. Donc les militants assistent aux cours, après ils sont capables de réfléchir et de débattre et de savoir pourquoi ils agissent précisément sur tel et tel thème de la situation politique actuelle. Ça, c'est le premier objectif, donc c'est une école de formation politique des militants. Et c'est aussi une université populaire. C'est-à-dire qu'on adopte délibérément un format totalement ouvert où tout le monde peut accéder à nos contenus grâce à Internet, parce que notre idée, c'est que notre analyse, notre lecture, à la fois de ce que dit et fait l'adversaire et de ce que nous proposons de faire si c'est nous qui prenons le pouvoir en France par les urnes, ça permet de donner une formation politique alternative à tout un public qui n'est pas forcément France Insoumise, mais que ça intéresse d'avoir un regard différent dans un contexte d'église médiatique avec dès que vous pensez autre chose, vous êtes hérétique. Donc nous sommes effectivement à la fois une résistance, une dissidence et une alternative dans l'ordre de la réflexion et même de l'information. Certains pensent, ce sera ma dernière question, que nous sommes à la veille d'un grand mouvement social. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Qu'est-ce que vous sentez ? Moi, ce que j'en pense, c'est que si vous regardez l'évolution historique de nos luttes, je dis nous, le camp qui veut changer de système pour quelque chose qui soit humaniste, équitable, démocratique, écologiste et social, et non pas tout le contraire. Bon, si on regarde la perspective, d'abord, le plus souvent, on perd. Il faut le dire aux gens qui sont démotivés en disant... historiquement, vous prenez un républicain au XIXe siècle, j'en parle dans le livre, c'est dans l'épilogue ça, les républicains au XIXe siècle, ça va vous sembler familier. Dès qu'ils essayent de parler, on leur dit « mais attendez, la terreur, la guillotine, limite, vous vous désolidarisez de la guillotine ?» Bon voilà, et donc ils sont diabolisés en permanence, ils sont marginalisés dans le débat public, et ils n'arrêtent pas de perdre. Et puis ils finissent par gagner une première fois en 1848, ils n'ont que quelques mois au pouvoir. Et pourtant, ils font des progrès sociaux absolument spectaculaires, notamment la création des ateliers nationaux, ou des réformes très audacieuses par rapport à la peine de mort, ou des choses comme ça, ou la démocratisation massive, alors que masculine, mais démocratisation massive quand même partielle. Et puis, plus tard, vous avez une deuxième victoire qui va être l'instauration de la Troisième République. Alors, c'est incomplet, certes, mais le régime républicain est instauré. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant à peu près 3/4 de siècle, les républicains n'ont pas arrêté de perdre. Et donc l'idée, c'est qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Parce que notre camp, le camp humaniste, le camp écologiste, le camp véritablement démocratique, pas la démocratie formelle, pas vote tous les 5 ans et ensuite ta gueule. La vraie démocratie, c'est-à-dire l'émancipation du peuple, c'est lui qui décide contre les élites incompétentes et non pas les élites qui décident contre le peuple. Voilà, c'est ça quand même l'objectif. On n'arrête pas de perdre en temps normal et de temps en temps, on gagne, mais quand on gagne, on refait complètement c'est pas qu'on change la déco, contrairement aux autres, on change complètement la maison. C'est arrivé plusieurs fois. 1981, certes, il y a eu des reculades ensuite, mais il y a une phase qui dure un peu plus d'1 an, durant laquelle il y a des conquêtes absolument spectaculaires et prodigieuses. Le Front populaire, pareil. Et donc, pour moi, ce qu'il faut garder à l'esprit, pareil, les grandes grèves.
Grande grève de 1920, journée de 8 heures. Grande grève de 1936, les congés payés et beaucoup d'autres conquêtes. Mai 68, j'en parlais tout à l'heure. Les grandes grèves de 1995, ça arrête le grand plan d'austérité Juppé qui allait nous défoncer sur, entre autres, notamment nos allocations familiales à tous, c'est-à-dire que les cheminots se sont battus pour nous tous à l'époque, hein, petite parenthèse. Et donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, vous vous dites que on ne sait pas quand le grand mouvement va surgir, on ne sait pas quand il va gagner, quand il surgit. Il faut simplement être comme les scouts, toujours prêts, c'est-à-dire que le changement de système, par la grève ou par les urnes, ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 5 ans, ça peut être demain soir. Restons patients mais combatifs. C'est exactement ça. Merci beaucoup Thomas Guénolé. Je vous en prie. Je rappelle le titre du livre de notre invité du jour, Antisocial aux éditions Plomb, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien libre.